DDS, Direct Digital Synthesizer, ou synthétiseur numérique direct. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est un DDS? Eh bien, vous êtes à la bonne chaîne. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Vous avez peut-être déjà entendu cet acronyme DDS dans le passé. Il s'agit d'une technique de génération de signal de façon entièrement numérique. Pas besoin d'oscillateur analogique, à circuit résonnant, bobine, condensateur. Pas de condensateur variable non plus. Que des circuits logiques et un convertisseur numérique analogique produisant un signal alternatif. Le DDS est syntonisable en fréquence à l'aide d'un mot binaire. C'est donc très versatile. Et ce sera aussi stable que le cristal de référence du DDS lui-même. Avec le monde de plus en plus numérique d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de place pour des condensateurs variables et des bobines. Bien, que diriez-vous d'un générateur DDS produisant une onde sinusoïdale entre 0 Hz et 40 MHz et qui offre une résolution d'ajustement de 0,03 Hz? Oui, oui, oui. C'est ce qu'on va faire fonctionner et mesurer dans cette série de vidéos. On utilisera cette petite plaquette que j'ai commandée et reçue de eBay. Elle est basée sur la puce AD9850 de Analog Device. Elle contient tout ce dont on a besoin pour générer un signal CA, sauf le microcontrôleur pour lui envoyer les mots de syntonisation. On y adjoindra donc un micro. Je ferai cela dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, allons voir qu'est-ce que c'est un DDS sur les tableaux blancs. Alors, on va regarder maintenant le fonctionnement d'un DDS, donc un synthétiseur numérique direct. Ce n'est pas si complexe lorsqu'on ne fait que regarder les blocs dans un diagramme bloc. Okay? Alors, ça fonctionne essentiellement, il y a 3 étages dans notre DDS. Il y aura un étage d'oscillateur contrôlé numériquement, un NCO. Vous allez voir ça souvent dans d'autres blocs, diagrammes blocs. NCO, Numerically Controlled Oscillator, donc oscillateur contrôlé numériquement, qui lui reçoit le numériquement, c'est-à-dire des bits. Ici, dans ce cas-ci, un mot de 32 bits qui va contrôler la fréquence du NCO. Il reçoit aussi un oscillateur, donc une référence à 125 MHz. Et c'est ici que la magie va se passer vraiment, quant à moi, dans un DDS. C'est que le NCO va pouvoir produire une forme d'onde sous forme numérique avec des mots de 10 bits, dans le cas du AD9850. Et ces mots-là vont reproduire, sous forme d'échantillon, la forme de l'onde qu'on veut sortir. Donc, dans ce cas-ci, ça sera une onde sinusoïdale, donc coupée en petits morceaux et numérisée avec des échantillons, d'accord, de 10 bits de large, donc des échantillons de 10 bits. Et notre oscillateur de 125 MHz est aussi envoyé au convertisseur numérique analogique, donc DAC, Digital to Analog Converter. Donc, il reçoit ces mots numériques, il va les convertir, ce DAC, en une forme d'onde analogique. Mais cette forme d'onde-là, elle sera très bruyante, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle aura évidemment le signal fondamental qui nous intéresse, mais beaucoup de produits de mélange, et on verra tantôt quel genre de produit et à quoi on s'attend à la sortie. Mais ça ne sera pas un signal pur. Alors c'est pour ça qu'on y mettra un filtre passe-bas, low pass, passe-bas, qui aura en général le tiers de la fréquence de notre référence. Donc, pour être certain qu'on filtre toutes les composantes qui ne sont pas désirées sur notre signal de sortie. Évidemment, on gardera notre signal de sortie à une fréquence plus basse que le tiers de la fréquence de notre référence. Sinon, il va y avoir un signal à la sortie, mais il va être de plus en plus détérioré. Il ne sera pas beau. Et on va s'éloigner d'un signal sinusoïdal le plus pur possible. Donc, on s'en tient en général au tiers de la fréquence de sortie. Et on aura un filtre qui sera un petit peu plus haut que le tiers de la fréquence de sortie. D'accord? Alors, on aura un signal pur. Alors ça, c'est essentiellement comment fonctionne un DDS. Allons voir un petit peu plus en détail le NCO.
C'est quoi qui se passe ici? Alors, du côté du NCO, ce n'est pas si complexe. J'ai pris le bloc NCO du diagramme précédent et je l'ai juste explosé ici. D'accord? Alors, on reçoit notre fameux mot de contrôle de fréquence de 32 bits dans le cas du AD9850, qu'on l'envoie dans un accumulateur de phase. Et c'est ça la petite magie ici. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'accumulateur de phase, mais vous comprendrez que c'est de la logique combinatoire, de la logique de multiplication et ainsi de suite, pour produire une rampe ici qui aura exactement la fréquence du signal de sortie qu'on veut obtenir. Okay? Alors, notre accumulateur de phase va produire une rampe qui est numérisée en petits échantillons. Ces échantillons-là vont être passés sur un bus à une table de correspondance qui a, dans la table, des échantillons représentant la forme de l'onde sinusoïdale, encore une fois, numérisée, sous forme d'échantillons. Donc, à une rampe qu'on fournit à notre table de correspondance. Donc, essentiellement, des valeurs qui commencent à 0 puis qui montent jusqu'à une valeur maximale déterminée. Dans cette table, ça peut être une table de mémoire, ça peut être une mémoire tout simplement, mémoire morte, on aura, correspondant à ces valeurs qui augmentent, la forme de l'onde en amplitude qui sera fournie au convertisseur numérique analogique. Alors, dans ce cas du AD9850, ça sera des échantillons qui se situeront entre 0 et 1023, donc correspondant aux 10 bits envoyés au convertisseur numérique analogique. C'est cette magie-là de pouvoir produire une forme d'onde sinusoïdale à n'importe quelle fréquence grâce à notre accumulateur de phase. Et on aura donc à la sortie une onde sinusoïdale à n'importe quelle fréquence entre essentiellement 0 et notre fréquence de référence de 125 MHz. Encore une fois, on n'ira pas jusqu'à 125 MHz. On va rester jusqu'au tiers. Donc, on pourra dire environ, disons, 0 à 40 MHz, onde sinusoïdale de sortie, produite avec une résolution, comme je vous ai mentionné, très, très fine, de quoi? De l'ordre de 0,03 Hz, grâce à notre résolution de 32 bits ici, qui va produire une onde si fine en termes de contrôle de fréquence au niveau de la résolution. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la formule pour produire la fréquence de sortie, elle est simple. C'est notre mot de contrôle de fréquence de 32 bits, donc la valeur de ce mot-là, divisé par 2 à la 32 moins 1, ce qui est la valeur maximale qu'un mot de 32 bits peut avoir. Donc, vous comprendrez qu'entre 0 et le mot maximum de 32 bits, on multiplie ça par la fréquence de l'oscillateur, et ça nous produit la fréquence de sortie. Donc, c'est comme ça que fonctionne le DDS. C'est relativement simple lorsqu'on le regarde du niveau des schémas blocs, mais c'est quand même une petite puce magique quand on y pense, qu'on peut contrôler avec 32 bits, une fréquence, et obtenir ce signal à la sortie avec une telle résolution. C'est ce qui est merveilleux. Le petit hic avec un DDS, c'est que l'amplitude n'est habituellement pas contrôlable. D'accord? C'est un convertisseur analogique numérique qui va produire son mot de sortie à pleine amplitude, et on devra, si on veut contrôler l'amplitude à la sortie, lui rajouter un autre étage pour contrôler l'amplitude. D'accord? Ça ne sera pas inclus dans la puce DDS. Mais quand même, au niveau de la fabrication du signal, moi je trouve ça vraiment merveilleux. Alors maintenant, regardons à quoi va ressembler le spectre de sortie de notre DDS, donc de la puce, sans aucun filtre, alors directement de la sortie de la puce. Alors ici, on illustre pour une fréquence de sortie de 20 MHz avec un oscillateur de référence de 100 MHz. Alors dans le cas d'une sortie de 20 MHz, on aura des fréquences images qui suivront les fréquences suivantes, donc la fréquence de notre référence moins la fréquence de sortie, ce qui donnerait 80 MHz, 100 moins 20, 80. On aurait un produit non désiré ici. Ici, on a notre oscillateur à 100 MHz qui risque aussi de produire un signal non désiré, bien qu'il ne suivra pas le profil indiqué ici.
On aura d'autres fréquences images à fréquence oscillateur plus fréquence de sortie, 2 fréquences oscillateurs moins fréquence de sortie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On aura en fait une série de fréquences images dont l'amplitude suivra l'enveloppe indiquée par la fonction mathématique sinus de x divisé par x. Et c'est une forme qu'on voit à peu près tout le temps lorsqu'on regarde l'explication des DDS. Et ce x, dans la formule de sin x sur x, c'est essentiellement la fréquence de sortie divisée par la fréquence de notre oscillateur. Alors, si on rentre ça fois pi, dans notre formule, on aura ce profil, et ce profil bien, déterminera beaucoup les amplitudes de nos différentes fréquences images, donc nos fréquences de produits qui ne sont pas désirées. Alors, c'est pour cela qu'on mettra un filtre qui habituellement aura une fréquence de coupure, un filtre passe-bas, au tiers de la fréquence de notre oscillateur. Donc ici, dans ce cas-ci, ça serait quoi? À 33 MHz, donc 33, 35 dans ces coins-ci, pour être certain d'éliminer toutes les fréquences images, tout ce qui est indésirable au-dessus de notre fréquence maximale qu'on va utiliser. Alors, dans le cas de notre plaquette, on dit qu'on va l'opérer de 0 à 40 MHz, donc on s'attend avec un oscillateur à 125, 40 x 3, ça donne 120. Donc, un peu au-dessus de 40, on pourra mettre un fil passe-bas qui va éliminer les produits au-dessus de 40 MHz. Donc, on aura une sortie beaucoup plus pure à ce moment-là. Maintenant, allons voir à quoi ressemble la plaquette physiquement. Alors, j'en fais une analyse très rapide. D'abord, point de vue assemblage, on peut constater que c'est correct. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est adéquat. Point de vue soudure, montage en surface, les pièces semblent assez bien alignées et bien soudées. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Même chose pour la puce ici, qui est du SSOP, semble soudée correctement. Donc, j'ai déjà vu bien pire qui vient de la Chine, c'est quand même acceptable. L'oscillateur aussi, ça semble être soudé comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la puce? Évidemment, le cœur, c'est notre AD9850. On peut se demander, cette plaquette se vend environ une dizaine de dollars, donc on peut se demander si c'est une puce originale ou si ça ne serait pas une copie. Alors, il faudra voir si tout fonctionne bien, mais quand on pense que cette pièce-ci, même en grande quantité, se vend beaucoup plus que 10 dollars, on peut se poser la question comment ils ont fait pour fabriquer une plaquette à moins de 10 dollars, ou en tout cas des alentours de 10 dollars, incluant tout le reste. Donc, question vraiment ici, on verra si ça fonctionne bien. Ici, on a notre oscillateur de 125 MHz. C'est un oscillateur évidemment monté en surface. C'est un classique, probablement pas un oscillateur de très grande qualité, mais c'est adéquat pour les essais qu'on va faire. Bon, on note aussi qu'il y a des cavaliers, et regardez comment les cavaliers ont été montés. Je vous dirais de façon très rapide. Montés à la main, ils ne sont pas perpendiculaires à la plaquette. Donc ça, c'est un peu décevant, mais bon, on sait à quelle vitesse c'est monté. Bon, alors voilà, ça a été soudé à la main, clairement, les 4 cavaliers, ainsi que les 2 connecteurs. Bon, les connecteurs, j'ai déjà éliminé une rangée de broches. Pourquoi? Parce que on va faire fonctionner la puce en mode série. Lorsqu'on regarde l'assignation des broches ici, on s'aperçoit que la deuxième rangée, ce sont des bits, mais pour envoyer à la puce en mode parallèle. Donc, on peut envoyer des mots de 8 bits, ce qui est plus rapide, ou on peut envoyer bit par bit à la puce. Alors, moi, je vais utiliser le mode série, donc bit par bit. Donc, toute cette deuxième rangée de broches est inutile. Pourquoi je les ai coupées? Parce que ça serait impossible d'insérer cette plaquette sur une plaquette universelle de montage sans soudure, là, ce qu'on appelle un breadboard en anglais. Alors, en éliminant cette deuxième rangée, au moins ceux qui ont fait la plaquette avaient un peu de vision. Ils ont vraiment regroupé tous les signaux importants sur la rangée de gauche et la rangée de droite. On peut l'éliminer si on ne fait pas de l'adressage en parallèle. Alors, ça, c'est correct. Et bon, la qualité de la plaquette en tant que telle, je n'ai pas un mot à dire. Elle semble bien correcte aussi, je ne l'ai pas mentionné. Les soudures à la main sont adéquates aussi. C'est correct. Moi, j'aurais nettoyé peut-être un peu plus, là, entre autres sur le dessus. Mais bon, c'est quand même adéquat. On voit un potentiomètre ici. Je crois que c'est pour ajuster le cycle de service
des sorties à ondes carrées. Il y a des sorties à ondes carrées de cette puce et il y a moyen d'ajuster le pourcentage du niveau haut et bas. Et c'est ça ici, je crois là, que ce à quoi sert ce potentiomètre. Les différents cavaliers, on va voir sur le dessin à quoi ils servent, car j'ai retrouvé un dessin qui montre les différentes fonctions des sorties, les cavaliers et ainsi de suite. Ce n'était pas fourni par mon vendeur, mais comme il y a plusieurs vendeurs sur eBay qui distribuent cette plaquette, j'ai pu trouver et le schéma et un dessin qui montre quoi faire avec les différents signaux. Donc ça va m'aider beaucoup. C'est toujours un peu un problème avec eBay aussi. On ne sait jamais, on n'a jamais toute l'information. Donc ça ne vient pas avec un manuel d'instruction nécessairement. Alors il faut être débrouillard. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé comment connecter et j'ai trouvé le schéma électrique qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais vous verrez que c'est un cauchemar, ce schéma électrique, de la façon qu'il a été saisi, couché sur dessin. Et non pas la complexité en tant que telle de la plaquette, mais bien de la façon que le schéma a été saisi. Alors, je garde ça pour la prochaine vidéo, vous allez voir. Bon, alors voilà, il y a évidemment un filtre passe-bas sur la sortie, tel qu'on en a discuté. Il est fait de ces condensateurs et inductances pour permettre d'avoir une sortie plus propre. Il y a aussi une deuxième sortie ici, qui est une sortie non filtrée. Ça nous permettra de regarder le signal non filtré et le comparer au signal filtré. Ça va être très intéressant. Dans les deux cas, c'est une onde sinusoïdale. C'est juste qu'il y en a une qui est complémentaire à l'autre au point de vue de la phase, là. Mais sinon, c'est la même chose. Donc ça va être intéressant à analyser ça. Y a-t-il autre chose à mentionner? Il y a une DEL pour montrer que la plaquette est alimentée. Donc, ça fait le tour. Pas mal. On lui fournit entre 3.3 et 5 volts. La puce peut fonctionner entre 3 et 5 volts, je crois. Cependant, si on veut fonctionner à 125 MHz, la fiche technique dit qu'on doit rouler à 5 volts. Donc, si on veut obtenir le 40 MHz, il faudra rouler à 5 volts. Bon, c'est évidemment probablement que ça va fonctionner quand même à 3.3. Ça sera à nous de l'essayer, là, mais c'est bien ce que la fiche technique dit. Alors voilà. Très bien. Je m'arrête ici dans cette première vidéo de la série. Dans la deuxième vidéo, on va regarder le schéma électrique de la plaquette. Je vais ensuite développer le code source pour contrôler la petite bête à partir de microcontrôleurs. Ce sera du C, bien sûr. Ça ne devrait pas être trop compliqué d'envoyer quelques bits en série au AD9850. Et non, ce ne sera probablement pas un PIC que j'utiliserai. Hourra, diront certains. On va donc produire notre première onde de sortie dans la prochaine vidéo. Demeurez à l'écoute. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus. Merci et à la prochaine!